T'es content? Aïe, aïe! Je vais tirer les cheveux. Sarah, tu sais bien que c'est un petit bébé, hein? Pas vraiment. Gros câlin! Bon matin! Ça commence bien. Une journée. OK! Ah, ça c'est mieux, ça. Donc, on est en route vers le CLSC de Passepébiac. Il y a un gros morceau de l'urgence qui est l'anxiété. Il faut gérer notre anxiété. On ne sait jamais ce qui va arriver. On peut avoir de tout, des gros cas, des petits cas. C'est sûr que la maison, c'est quand même assez turbulent. Fait que ce 15 minutes-là me permet quand même d'apprécier le silence. Bon matin! Ici, c'est le petit cocon que j'appelle notre petite salle de médecin. Je suis Justine Galano-Girard, médecin de famille. Je travaille au CLSC à l'urgence de Passepébiac, où je suis la chef du service d'urgence. Je suis aussi médecin de famille dans une clinique médicale à Bonaventure, où là, je fais un suivi régulier de patients. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui vient également de ma ville natale, Bonaventure. Donc, pour nous, c'était la plus belle place pour élever des enfants, avoir une belle vie de famille. Le CLSC de Passepébiac, dans le fond, c'est une urgence 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est toujours un médecin à la fois, donc on a 3 chiffres d'urgence, comme à peu près tous les urgences au Québec, jour, soir et nuit. On a toujours 2 infirmières sur place. Moi, j'aime l'urgence beaucoup parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. On ne sait jamais quel cas va nous être amené. Ça peut être autant un enfant de quelques mois qu'une personne de plus de 100 ans. Donc, un patient qui se présenterait avec des symptômes qui pourraient être un AVC ou un accident de la route ou un trauma va aller directement à l'hôpital de Maria. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de scan ici. On n'a pas de chirurgien et on n'a pas de banque de sang. Autrement, n'importe quelle autre condition, c'est-à-dire un infarctus très sévère, des convulsions, des chocs septiques, des infections tellement graves que le patient est complètement obnubilé, il n'est plus là du tout. Toutes ces conditions-là sont traitées ici à l'urgence parce que plus vite on commence nos soins, meilleur est le devenir du patient. Alors ça prend vraiment son sens. Puis le Dr Galarneau est un jeune médecin qui est arrivé dans la région, ça fait à peu près 4-5 ans. C'est un médecin qu'on a réussi facilement à avoir une collaboration. Elle est très disponible pour les professionnels, les infirmiers, autant pour la clientèle aussi. Les gens ressentent la proximité des soins, là. Puis en étant en une urgence qui quand même est assez performante, on n'a pas les outils spécialisés, mais toutes les mesures d'urgence sont aussi bonne que ce qui est dispensé dans les centres hospitaliers. Là, on se trouve dans la salle de triage, nouvellement rénovée. L'infirmière s'installe ici, reçoit les patients. On utilise le système de triage, l'échelle de triage québécoise. C'est à partir d'ici qu'on évalue par le questionnaire, par des outils de triage reconnus, connaître la priorisation des gens qui est de P1 à P5. Des temps moins d'urgents et un délai d'attente plus long, vers un P1 qui doit être vu immédiatement par le médecin. J'adore travailler avec Mario. Mario qui a beaucoup d'années d'expérience comme infirmier en urgence. C'est l'assistant-chef aussi d'infirmiers et infirmières. Donc, étant chef des médecins de l'urgence, on a à travailler ensemble. Fait que, on est toujours très heureux d'ajouter un nouveau bidule, une nouvelle machine ou des nouvelles procédures qu'on travaille ensemble à monter. Combien de fois les infirmiers nous informent de choses sur les patients? « Hey, ton patient, t'as-tu vu, il y a une rougeur à telle place, là, je l'ai mobilisé, puis j'ai remarqué telle chose. »
Eux aussi ils ont un peu plus de temps auprès du patient, donc ils vont les aider des fois à se mobiliser, à se déplacer, puis ils sont très pertinents dans l'information qu'ils peuvent nous ajouter là, pour le bien du patient. Fait que je me prépare, je commence à lire le dossier dans le fond, je me fais une tête avant d'aller voir le patient. Donc, douleur qui l'empêche de dormir au niveau de l'avant-bras gauche. On va essayer de la glace. Ça fait depuis 2 semaines. Donc, on y va! Ici, OK. là, puis là, j'ai toute la main engourdie. OK. Vous avez l'impression qu'elle est enflée un peu, effectivement, hein? Oui. Ben oui. OK. Puis dans là, c'est ça Ouais. que j'ai mal. Comme OK. petit coude qu'elle appelle. Oui. C'est ça. Puis des fois, quand on a mal à l'épaule, au coude puis au poignet, des fois, c'est parce que ça vient de notre cou, finalement. Hein? C'est des choses qu'on voit des fois. Dans la main. OK, parfait. Puis forcez donc par en haut maintenant. Ça fait-tu mal? Ça vient de chercher. Ça vient chercher ici. Donc, ce matin, notre première patiente, elle s'était plainte surtout de douleurs au niveau du coude, mais elle avait aussi des symptômes qu'on appelle des paresthésies, des engourdissements qu'elle rapportait. Il n'y avait pas de faiblesse musculaire. Puis c'était quand même un défi parce que, tu sais, on aurait pu penser à une simple épicondylite très musculaire, un problème très musculo-squelettique, mais il y avait quand même un côté neuro. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qui se passe? Alors, elle, dans son symptôme neurologique, je n'étais pas parfaitement capable d'être sûre à 100% que c'était relié à son épicondylite. Donc, je me demandais, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le cou? Puis vous, dans le passé, vous avez déjà fait un épicondylite, vous avez dit? Oui. Il y a combien de temps de ça? Oh, ça ferait bien un an et plus. OK. Puis est-ce que ça s'était présenté avec des engourdissements aussi, ou c'était différent? Moins fort. Ça se peut, par exemple, que votre épicondylite avec l'inflammation vienne déranger le nerf, puis ça vient tout de votre épicondylite, puis c'est ça qui va créer vos engourdissements puis le dérangement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un nerf qui est irrité quelque part entre le cou puis le bout des mains, comme votre nerf est très irrité, bien, il devient hyper irritable. Fait qu'une petite épicondylite va créer beaucoup de symptômes. Fait que le traitement, ça reste que c'est beaucoup de la manipulation ou des exercices avec les physiothérapeutes. Ensuite de ça, il y a des exercices quand même qui peuvent être faits déjà par vous, là. Fait qu'on a quand même commencé un traitement de base qui vise à traiter l'épicondylite, puis on se laisse un mois ou 2, on se laisse le temps d'observer avant de dire si oui ou non je vais aller investiguer là, un peu plus loin puis aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cou. Les patients nous font confiance, ils nous permettent de les questionner sur des sujets quand même assez sensibles. Souvent, ils se livrent à nous, ils sont très honnêtes parce qu'évidemment, plus on en dit au médecin, mieux le médecin comprend ce qui se passe puis les traitements seront meilleurs. C'est pas un traitement en soi de mettre de la cortisone à répétition là-dedans. Non. Mais tu sais, si vous avez à ce point mal puis que vous dormez pas, Ouais. oui, c'est correct de faire une infiltration ce matin. Oh. Ouais, c'est ça. C'est là que je m'en vais infiltrer, là, OK? Je vais juste oui. tenir votre peau comme ça ici, puis je me fais une petite marque avec l'oncle. Il y a une belle petite shot qui se tranquillise. Oui, c'est ça. On va y aller en 2 étapes, OK? Fait que vous êtes prêtes? 1, 2, 3, ça pique. Il y a toujours un risque d'infection, hein? C'est pour ça qu'on désinfecte comme il faut. Si jamais ça vient rouge, ça vient chaud, il faut reconsulter. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, il n'y a aucun signe d'infection. L'enflure, elle fait vraiment partie de la... Ben, je te remercie, puis c'est ça. Je te donne des nouvelles au bout d'un mois si tu m'as sauvé. Oui, ben je vous le souhaite. Alors, notre travail comme médecin, c'est de bien traiter nos patients du mieux qu'on peut, mais on se doit aussi quand même de réfléchir à notre ressource qui est limitée. On n'a pas des scans 24 heures sur 24, on a plus de demandes d'imagerie que de rendez-vous disponibles, alors il faut quand même bien balancer. Les choses graves, urgentes, on va y aller d'emblée, mais les choses qu'on saisit moins, on peut se laisser le temps. Le temps est quand même un bon ami en médecine de famille ou pour les petits problèmes. Mais nous, notre rôle, c'est de toujours penser aux choses graves et urgentes à l'urgence. Donc, ça arrive quelquefois que le patient retourne chez lui en disant « Bien, j'ai encore mal, le docteur n'a pas su me dire ce que j'avais. » Mais on a su, par contre, éliminer les choses graves et urgentes. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de dissection pour dire quelque chose, d'infarctus, une péricardite qui est une inflammation de l'enveloppe du cœur, d'embolie pulmonaire. Nous, c'est de penser à toutes les choses qui seraient graves, mais des fois, on cherche, on ne trouve pas. Puis ce mot-là, cette petite douleur-là, on n'arrive pas à mettre un mot, un diagnostic là-dessus.
Notre troisième patiente, c'est une patiente qui était quand même assez âgée, qui s'est présentée avec des maux de tête assez importants, qui s'est installée dans la dernière semaine. C'est toujours intéressant des fois avec nos personnes âgées de faire le questionnaire avec eux, d'aller vraiment comprendre ce qui les ont amenés à consulter, puis souvent d'aller questionner la famille qui vivent avec eux, qui ont observé d'autres choses aussi. OK, je vous laisse vous reposer. Je vous revois après les bilans. Avec son accord, évidemment, j'ai appelé sa fille pour voir un petit peu comment elle avait trouvé sa mère là, dans les derniers jours. Puis souvent, on apprend beaucoup d'informations. Donc, ma patiente, après l'avoir examinée, questionnée, j'ai demandé des examens. J'ai demandé des prises de sang, puis j'ai demandé un rayon X. On retourne dans le lit. J'utilise beaucoup les rayons X, les radiographies, autant pour une fracture de la cheville que pour des pneumonies ou pour des choses intra-abdominaux. On utilise également les prises de sang. C'est sûr que ce qui est le fun à l'urgence, c'est que je vois mon patient, je demande mes prises de sang, mon rayon X, puis je les ai tout de suite. Je travaille beaucoup avec l'infirmière-chef qui nous aide, dans le fond, à vérifier les bons matériels. Fait que des fois, j'ai besoin de dire au médecin hey, on n'a plus tel ou tel matériel. Hey, c'est super cool, cette nouvelle machine qui vient d'arriver. Fait qu'on fait beaucoup de liens. Il y a toute la gestion de l'horaire qui est super importante. On ne peut pas avoir de découverture de médecins là, à l'urgence au CLSC de Passepébiac. Je m'occupe aussi de s'assurer que tout fonctionne bien. Des fois, c'est des nouveaux programmes qui s'installent. Dans la COVID, par exemple, ça a été quand même assez intense côté organisation. Il a fallu revoir l'organisation au complet là, de notre service d'urgence, par où le patient sort, par où le patient arrive, patient chaud, patient froid. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, évidemment, en équipe. Puis finalement, on y prend goût parce qu'on voit que quand on s'implique un peu dans quelque chose, puis qu'on change les choses, puis que c'est pour le mieux, puis que tranquillement, on réussit à aller chercher d'autres gens qui avec nous, améliorent le bon fonctionnement, ont des nouvelles idées, bien, ça fait un peu un effet boule de neige, puis c'est très motivant, très valorisant. Aujourd'hui, j'avais la chance de travailler avec Jocelyne. Jocelyne, elle est résidente R2, donc elle va terminer dans les prochains mois sa résidence. C'est très intéressant parce que je trouve qu'eux, ils viennent d'étudier une nouvelle étude ou quoi que ce soit, puis ils peuvent aussi m'en apprendre. Fait que j'adore pouvoir partager mes connaissances, mais aussi en apprendre de eux. Fait que c'est très stimulant, c'est très le fun. J'adore la médecine de région parce qu'on n'a pas le choix d'être polyvalent. L'accès aux spécialités est plus difficile ou est plus restreinte. Donc, le médecin de famille est appelé à se débrouiller, à être beaucoup plus polyvalent dans son champ de pratique. Et ça, j'adore ça. Ça nous permet aussi d'aller plus loin dans le suivi de nos pathologies. Ça nous permet d'être plus diversifiés aussi. Ce qu'on fait à tous les jours ne se ressemble pas parce qu'on traite tellement de choses par nous-mêmes. Dans le métier qu'on fait comme médecin, à chaque année, il y a des nouvelles études, des nouveaux traitements, des changements de pratique. Alors, il faut constamment se remettre en question. Il faut jamais cesser, en fait, d'étudier ou de se maintenir à jour au niveau de nos connaissances. Ça change tout le temps. Donc, la curiosité, j'espère jamais la perdre.